Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sarah Salman. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être là, avocate au barreau de Paris. Vous publiez Se protéger, c'est gagner l'indispensable manuel de self-défense et de survie juridique. C'est aux éditions Robert Laffont. Rendre le droit accessible à tous, c'est ça au final l'objet du livre. Tout à fait, parce que les gens ont tous des droits et manifestement, ils ne les connaissent pas et donc ils ne les appliquent pas. Mais ça, on aurait pu le dire il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Est-ce que ça a bougé en 20 ans? Et pourquoi on ne l'a pas dit? Non, mais on a eu ces discussions il y a 10, 15 ans, on était tous beaucoup plus jeunes, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Parce que peut-être que ça arrange, par exemple, je parle des compagnies aériennes, ferroviaires, des banques, peut-être que ça les arrange aussi que les personnes ne mettent pas en œuvre leurs droits. C'est-à-dire que là, le but, c'est, on dit que nul n'est censé ignorer la loi, donc pour les devoirs, tout le monde leur rappelle, mais pour les droits, beaucoup moins. Donc l'idée, c'est que, surtout que ce soit pédagogique, parce que bien sûr que le droit est accessible à tous, il suffit de se connecter sur Internet. Mais pour beaucoup de monde, c'est vrai qu'on se dit que c'est compliqué. C'est inintelligible parce qu'on a une inflation législative, il y a des codes, par exemple du code pénal, du code civil, qui sont absolument indigestes. C'est-à-dire que même nous, avocats, on doit les relire, et le droit évolue tout le temps, ce qui fait que les gens ont une sorte Enfin, il y a une complexité juridique manifeste. Bon, et donc c'est une évidence que de dire que les Français ont globalement une méconnaissance forte, très forte. Très forte, et ils considèrent pour certains à tort que le droit serait réservé à une forme d'élite, à savoir les avocats, les magistrats, et qu'eux seraient en retrait de leurs propres droits. Et c'est ça, j'ai voulu rétablir une égalité au sein de cette asymétrie naturelle qui existe. Ouais, pour beaucoup de Français, je ne suis pas dans leur tête non plus, mais ils se disent que faire valoir leurs droits, ça ne servira à rien, qu'ils n'obtiendront pas gain de cause. Mais oui, parce qu'ils se disent c'est perdu d'avance. Et moi, c'est cette phrase qui m'exaspère, parce que par exemple, vous avez Amazon en face de vous, Booking, enfin des très grands groupes, ou une grande banque, et vous vous dites non mais ça ne sert à rien, j'ai perdu d'avance. Mais pourquoi vous avez perdu d'avance alors que c'est faux? Et dans ce livre, j'explique comment faire quand vous avez un grand groupe en face de vous. Parce que non, ce n'est pas perdu d'avance. Ouais. Après, ce qui est vrai, c'est que la durée des procédures, elle est assez dissuasive. C'est vrai. Ça, c'est vrai. La justice en France est lente, pardon. Enfin, on le sait. Et donc voilà. Et très lente. Et ça décourage. Mais il existe des modes alternatifs de règlement des différends. C'est vrai que quand on va, par exemple, pour les divorces, un divorce amiable va beaucoup plus vite qu'un divorce contentieux. C'est pour ça que ça permet aussi de désengorger les tribunaux. Et le contentieux, finalement, n'est pas la seule option possible. Quand on a un grand groupe, moi, il y a plein de litiges que j'ai réussi à résoudre, que ce soit pour moi-même, parce que quand je suis concernée, je suis la première à râler, ou pour les autres. Vous envoyez des courriers, vous, non pas menacés, mais vous êtes assez ferme et ça peut marcher. Bon, l'idée, c'est de se faire justice, entre guillemets, tout seul? Pas de se faire justice tout seul, je ne dis pas qu'il faut envoyer des gars pour protester, mais il faut être ferme et montrer qu'on ne se laisse pas faire. Et ça, il y a des exemples très concrets. Vous arrivez dans une banque, on vous dit, voilà, la première année... Non, on ne vous le dit même pas. La première année est gratuite, c'est un geste commercial. On ne vous le dit pas, mais vous dites, il y a telle banque à côté qui m'a proposé ça. On va vous dire, bon, bah, on vous le fait. Mais l'année d'après, au bout d'un an, on va vous dire, bah, maintenant, il faut payer. Mais vous dites, mais pourquoi? Sinon, je change de banque. Vous allez voir que la plupart vont dire, OK, restez un an de plus comme ça. Ouais. C'est-à-dire tout négocier. Il faut sortir les griffes. Il faut sortir les griffes. Il faut sortir les griffes et tout négocier. Il ne faut pas avoir peur. Même si on se dit que c'est pot de terre contre pot de fer. Mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Moi, je me dis tout le temps ça. J'arrive, je négocie tout. Je me crois dans le sentier. Ça veut dire que je négocie tout ce qu'il est possible de négocier. Le sentier a un peu changé hein, quand même. Oui, mais on a compris l'idée. Ça veut dire que vous arrivez quelque part, vous dites, ah bah, chez le coiffeur, c'est un exemple tout bête. La plupart des gens, les coiffes, ils disent merci même quand ça leur convient pas. Bah pourquoi merci si ça me convient pas? Et alors, quels sont les droits qu'on a quand on alors, le coiffeur est tenu à une obligation de moyens et pas de résultats. Donc, si jamais ça ne vous plaît pas, mais qu'il a tout mis en œuvre, là, tant pis pour vous. Mais si vraiment ça ne vous convient pas, vous vous plaignez, geste commercial, voire remboursement. Mais ça, on peut l'appliquer dans tous les domaines de la vie quotidienne. L'idée, c'est de ne pas se laisser faire. Avec une justice quand même qui est perçue comme étant inégale, avec tout le monde qui n'a pas accès à la justice, aux bons avocats. Je suis pas d'accord avec mieux armés que d'autres. Je suis pas d'accord avec vous. C'est une question que je pose, c'est pas un point de vue. Ah. Alors, je vais nuancer la question. L'aide juridictionnelle, vous n'avez pas un mauvais avocat. Ça, alors, c'est sûr que c'est dur à Paris de trouver un avocat qui accepte de travailler au titre de l'aide juridictionnelle. C'est vrai. Ouais. Mais ce n'est pas parce qu'un avocat accepte de travailler au titre de l'aide juridictionnelle qu'il sera moins bon qu'un confrère qui prendra 500 € hors taxe de l'heure. En droit, vous dites qu'en droit, il y a la théorie et la pratique. Ah oui. Est-ce que les deux sont vraiment, plus que jamais, en tout cas aujourd'hui, trop éloignés? Sont extrêmement éloignés. On va prendre l'exemple des violences conjugales. Vous avez
en pratique une peine qui est assez lourde et en théorie, vous aurez souvent... en théorie, une peine assez lourde et en pratique, souvent, vous aurez un sursis et la victime va se dire « mais pourquoi ? Mais c'est complètement injuste ». Et de l'autre côté, pour les stupéfiants, les magistrats peuvent avoir, à mon sens, la main un peu lourde. Donc on a parfois une justice à géométrie variable et les victimes ne comprennent pas. Moi-même, je suis souvent côté partie civile et on se dit « mais jusqu'où il faut aller pour qu'il y ait de la prison ferme ? Jusqu'où il faut aller pour que les peines soient exécutées ?» Donc ça, il n'y a pas de peine plancher. Donc il y a seulement un maximal. Et ce maximal, il est rarement mis en œuvre. Notamment dans les divorces aussi. Pour mesurer le gros décalage qu'il y a entre la théorie et la pratique. Et notamment, on voit beaucoup de femmes, dans les témoignages que j'ai pu lire, de femmes qui disent finalement, j'ai le sentiment d'avoir été lésée. Alors ça, c'est surtout pour la prestation compensatoire. Absolument. Parce qu'elles se disent, finalement, j'ai tout sacrifié et j'ai que ça. Mais le que ça, il faut voir qu'est-ce que monsieur, parce que c'est souvent madame qui la demande, qu'est-ce que monsieur avait ? Est-ce que les critères étaient remplis ? Est-ce qu'il y avait une disparité de revenus causée par la rupture du divorce ? Est-ce que madame a sacrifié sa vie familiale ? Il faut savoir qu'il n'y en a pas en cas de concubinage. Donc on a beaucoup de femmes qui, par exemple, ont passé 30 ans de concubinage et elles n'ont rien. Donc ça, je le dis aussi dans le livre, le mariage est aussi une forme de sécurité. Après, c'est sûr, quand c'est un divorce amiable, il n'y a plus l'intervention du juge dans la plupart des cas et certaines femmes se sentent lésées. Elles acceptent finalement quelque chose qu'elles n'ont pas forcément envie d'accepter. Bon, ce qu'on comprend, en tout cas, c'est qu'en lisant ce livre, c'est qu'avoir des connaissances juridiques, aujourd'hui, c'est plus que jamais indispensable. C'est indispensable, ça c'est plus une bible juridique, ça ne remplace pas un avocat, mais au moins vous avez les bases et vous savez comment faire et surtout à quel moment le faire. Et est-ce qu'on a besoin d'un avocat ou pas ? Il y a des procédures, je ne le recommande pas, mais c'est bien que les gens le sachent. Vous êtes devant un tribunal correctionnel, vous pouvez le faire sans avocat. C'est pas recommandé, mais on peut. Et c'est important que les gens le sachent. Vous avez le sentiment que les Français sont plus intéressés qu'avant par leurs droits Oui, parce que je pense qu'ils en ont un petit peu assez de se faire marcher dessus tout le temps. Ça, que ce soit pour les salariés, vous avez des salariés qui se disent on me met au placard, je ne sais pas quoi faire. Oui, les Français ont le sentiment d'être mis de côté. Et on le voit avec l'inflation législative, parce que par exemple, vous avez un fait divers très grave, là on peut parler du harcèlement scolaire, on va avoir une réaction immédiate et après plus rien. Donc il faut finalement qu'il y ait un fait divers extrêmement médiatisé pour que les choses bougent un petit peu. Mais ce fait divers médiatisé, il cache tous les dossiers qu'il y a de même nature qui ne sont pas traités. La médiatisation, ça aide, même pour vous, dans le cadre de vos dossiers, ça vous aide aussi ? Je suis obligée de répondre que oui, et malheureusement, parfois, on est obligé d'en passer par là. Je pense notamment à Orpea, parce que ça a été le plus emblématique. Pourquoi... On va recevoir le directeur général d'Orpea mardi. C'est quoi la question à lui poser pour vous ? Est-ce que vous comptez me mettre un avocat en face un jour ? Ce sont des choses qui se font. Voilà, tout simplement. On lui posera la question. Les réseaux sociaux, Sarah Salman, la numérisation, la digitalisation de la société, est-ce que ça accélère encore plus ce besoin d'avoir des connaissances juridiques ? Oui, parce que derrière leur écran, les gens se croient tout puissants et ils oublient qu'il y a quand même, il n'y a pas d'impunité, on peut retrouver les gens, mais ça met plus de temps. Il y a ce phénomène de meute, de cyberharcèlement en meute. Je suis moi-même très très présente sur les réseaux sociaux, complètement insensible pour ma part me concernant au cyberharcèlement, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui se suicident à cause de ça. Oui. À tous les âges, notamment les jeunes. Voilà, pas que. Donc là-dessus, j'explique comment faire, comment réagir vite, parce qu'on va vous dire coupez vos réseaux sociaux. Mais attendez, c'est pas à la victime de partir des réseaux sociaux parce qu'elle est harcelée. Et comment on se défend là-dessus ? Je l'explique dans mon livre que vous avez lu, je n'en doute pas. Page après page. Oui. Allez-y. Alors déjà, il faut tout faire des captures d'écran de tout. Constat d'huissier, c'est beaucoup mieux. Et aller porter plainte le plus rapidement possible. Mais il faut tout conserver. C'est vraiment, vous voyez des messages vocaux, vous enregistrez. Donc c'est vraiment, il faut qu'il y ait une traçabilité des choses. Et si les gens, on l'a vu avec le procès Mila qui a été assez emblématique, on retrouve les gens. Ça met juste un peu de temps. Et c'est vrai qu'entre le temps judiciaire est toujours plus lent que le temps médiatique, il va falloir effectivement se faire accompagner peut-être psychologiquement parce que pour certains, c'est très très difficile. Voilà, on rappelle que dans ce livre, et encore une fois, vous mettez plusieurs sujets du quotidien, la famille, le couple, le travail, l'argent. Il n'y a pas de sujet tabou finalement aujourd'hui, ou il y a encore des sujets tabous Je pense que l'argent est un sujet tabou. Moi, quand je reçois les gens, il y a beaucoup de femmes qui tournent autour du pot, mais qui n'osent pas me dire « je veux le maximum ». Voilà, je veux le faire payer, je veux qu'il me donne le maximum. Les gens n'osent pas. Pareil pour l'héritage, j'en parle, vous avez des gens qui n'osent pas dire « je veux déshériter mes enfants ». Au bout de 20 minutes, ils finissent par vous le dire, ou vous dites « est-ce que c'est ça que vous voulez ?» Mais oui, je pense que l'argent est encore un grand tabou. En France, vous ne pouvez pas dire combien vous gagnez, vous ne pouvez rien dire, et ça se répercute aussi dans les procédures. C'est comme si une femme qui demande une prestation compensatoire, on lui dit « mais elle est intéressée que par l'argent ». Bah non, c'est son droit. L'idée, c'est pas d'avoir le maximum, c'est d'avoir ce qu'elle est censée avoir, ce que la loi prévoit. Il y a ce qui est juste, et ça c'est au juge de le dire, et il y a ce que la personne veut.
Ce que la personne veut n'est pas nécessairement ce qui est juste. Oui. Et moi, je ne suis pas là pour dire ce qui est juste, je suis là pour représenter au mieux les intérêts d'une personne que je représente. Bon, et on peut déshériter encore un enfant, je ne suis pas un expert du sujet, mais on peut en avantager un autre. On peut en avantager un autre avec la quotité disponible, il y a quand même des limites. Ben voilà. Et déshériter, alors est-ce qu'on peut? La réponse est non en France, sauf certaines exceptions. Mais après, si vous faites un viager et que le passif est supérieur à l'actif et qu'il ne reste que des dettes, oui. Bah, ça revient au même. C'est une façon indirecte de... Ou alors, vous pouvez aller à l'étranger. Certains l'ont fait. Si ce n'est pas des pays de common law, ça peut être beaucoup plus souple, mais il faut avoir sa résidence fiscale à l'étranger. Il ne suffit pas juste de faire un voyage. Du common law. Oui. Avec l'accent, c'est bien ça. Et voilà, en tout cas, il faut lire ce bouquin parce que c'est une façon de compléter, en tout cas de démarrer, pour avoir les bons outils, le guide de survie. Les bons outils et comment faire, comment naviguer dans ce labyrinthe juridique qui finalement n'en est pas un. Sans passer par un avocat, donc c'est quelque part vous vous foutez vous-même sur la paille. Hein. Ouais, ouais. Je me fous pas sur la paille. Non, c'est le sens de l'intérêt collectif. Exactement. Moi, je me ferais peut-être pas que des amis au sein de ma profession, mais c'est pas très très grave. C'est vraiment donner les clés, mais après il y a des procédures, par exemple un divorce, vous ne pouvez pas divorcer sans avocat, et depuis 2017, même pour le divorce amiable, c'est un avocat chacun. Ouais. Bon, donc voilà, à lire, Sarah Salman, Se protéger, c'est gagner, l'indispensable manuel de self-défense et de survie juridique. C'est aux éditions Robert Laffont. Merci à vous. Merci. Au revoir.